je vais proposer donc à Nicole Notat, présidente de Vigéo, à Jean-Luc Alavena, associé du Fonds Apollo, et à Benoît de Jevigny, secrétaire général de l'AMF, de venir me rejoindre sur scène. Et on va, Nicole peut-être au milieu, on va démarrer un débat sur le thème phare qui a occupé cette saison 2012 des Assemblées générales. Vous avez votre micro, voilà, sur le côté. Débat que je vais démarrer avec Benoît de Juvigny, secrétaire donc, général adjoint de l'AMF, pour revenir sur quelques points précis relatifs aux assemblées générales. Alors, on dira rapidement qu'en février 2005, l'AMF avait initié un groupe de travail présidé par Yves Mention sur l'amélioration de l'exercice du droit de vote en France. En mars 2011, l'AMF a publié en amont de la saison des assemblées générales une recommandation sur les agences du conseil de vote. En mai 2011, l'AMF décide de confier à un groupe de travail le soin d'articuler des propositions autour du dialogue entre les émetteurs et les actionnaires lors des assemblées générales, le fonctionnement de l'assemblée générale et le vote des conventions réglementées. Et puis le 3 juillet, avant-hier, le groupe de travail a dévoilé ses propositions finales. Alors, concernant le dialogue entre les actionnaires et les émetteurs, le rapport propose que les dispositions réglementaires du Code de commerce soient modifiées pour permettre aux associés qui le souhaitent d'inscrire dans leur statut un seuil inférieur à 0,5% pour le dépôt par les actionnaires du projet de résolution et de points à l'ordre du jour. J'ai envie de vous dire, Benoît, pourquoi cette proposition, dans quelle intention et faisant référence à quel type d'observation? Merci pour ce rappel de tous les travaux de l'AMF qui montrent bien que le sujet des assemblées générales des sociétés cotées nous concerne beaucoup. Dans le cadre du groupe de travail, je vous invite à lire le rapport final qui est public depuis 2 jours seulement sur ces assemblées générales version 2011-2012. Un des sujets les plus débattus, effectivement, Caroline, c'était ces débats sur qu'est-ce qu'on peut mettre aux voix en résolution en termes de projet de résolution ou projet de point. Et là-dessus, donc, le droit actuel en France consiste à dire vous pouvez proposer en tant qu'actionnaire une résolution si vous avez entre 0,5 et 5% du capital, 0,5 pour les sociétés les plus importantes. À la suite de ça, il y a eu surtout, il faut reconnaître, pour des très grandes sociétés, avoir 0,5% du capital, c'est beaucoup. C'était un quorum pas facile à recueillir. D'où un certain nombre de propositions assez insistantes d'actionnaires minoritaires disait on veut pouvoir mettre aux voix une proposition avec moins. Et finalement, le groupe de travail, comme souvent, a proposé un compromis, mais qui sera du ressort législatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société ne peut pas descendre en dessous de 0,5. Nous estimons donc et nous proposons que le Code de commerce soit modifié sur ce point, ce qui permettrait à une société de modifier ses statuts. Et par exemple, surtout, on va s'adresser bien sûr aux grandes sociétés, ce qui permettrait par exemple de déposer un projet de résolution avec 0,2 ou 0,3 si jamais les statuts sont modifiés dans ce sens. Évidemment, la modification des statuts, ça relève d'une majorité des 2/3, mais sachez qu'il y a quand même des tenants, des actionnaires assez influents en matière de défenseurs de la corporate governance qui militent très fortement dans ce sens-là. Et donc, je pense que ça pourra évoluer, ce point pourrait évoluer et pourrait mettre à l'ordre du jour des assemblées à moyen terme des choses parfois intéressantes. Alors, donc, plus de démocratie, d'une certaine façon, dans les assemblées générales. Une autre décision, une autre proposition qui concerne celle-là les conventions réglementées, c'est celle de renforcer la responsabilité du conseil d'administration dans le processus d'approbation des conventions réglementées. Concrètement, la décision du conseil d'administration d'autorisation des conventions réglementées doit être motivée, d'une part, et puis les commissaires aux comptes doivent prendre position par rapport à cette motivation dans leur rapport spécial sur les conventions réglementées. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question de façon un peu provocatrice. Est-ce que vous considériez que jusqu'à présent, le conseil ne motivait pas suffisamment ces décisions concernant les conventions réglementées? Est-ce que ce sont les suffrages de cette année qui vous ont fait réagir? Là encore, quelle est l'origine de cette proposition? Là aussi, c'est une critique qui est faite depuis longtemps sur le droit français des conventions réglementées, qui est assez complet, qui est assez exigeant, mais pour les actionnaires, il manquait une étape. Je ne dis pas, on n'a pas dit que les conseils ne motivaient pas, faisaient n'importe quoi, mais disons que ça restait dans le secret de leur délibération. Donc je pense que c'est une proposition phare de demander au conseil d'administration de motiver leurs conventions réglementées sur la place publique, que cette motivation soit donc communiquée au marché, aux actionnaires, et ça permet
permettra d'autant plus un des pans du système français qui est le rapport spécial des commissaires aux comptes, qui aujourd'hui est assez, on va dire, qui est souvent très critiqué parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Ça permettra à ce rapport de prendre plus d'intérêt parce qu'il sera amené à se positionner par rapport à cette motivation, ne serait-ce que pour dire que, par exemple, elle n'existe pas ou elle est insuffisante. Donc cette proposition, attention, elle a deux étapes. Il n'y a rien qui interdit aujourd'hui, à notre sens, de motiver dès à présent. C'est une proposition, une recommandation de l'AMF qui est sur la table. Évidemment, nous avons également prévu une deuxième étape qui est qu'elle soit inclue dans la loi, dans le code de commerce, ce qui fait qu'à ce moment-là, elle deviendrait obligatoire et le contrôle des CAC serait évidemment systématique à ce moment-là. Alors, troisième point également, si on élargit le sujet des conventions réglementées à la rémunération des dirigeants, ce fameux CNP qui était d'ailleurs largement abordé par votre ancien président, maintenant on peut le dire, qui s'est exprimé très favorablement sur la matière il y a quelques jours. On rappelle qu'il est pratiqué actuellement dans 12 pays dans le monde, qui vient d'évoluer en Grande-Bretagne, puisque les autorités ont décidé de rendre ce vote contraignant à partir d'octobre 2013 pour limiter les rémunérations excessives. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est Jean-Pierre Jouyet, est-ce que j'ai l'AMF tout entière, est-ce que vous avez une position à l'AMF tranchée, comme le disait d'ailleurs le sénateur Philippe Marini pour ce qui le concerne, est-ce que vous avez une position tranchée sur ce fameux say-on-pay ? Ça, c'est la question la plus difficile que vous deviez me poser ce matin. Merci merci de ne pas l'oublier. Disons, l'AMF a beaucoup milité pour la transparence depuis un certain nombre d'années. Il faut quand même avoir en tête qu'en France, maintenant, à cause des lois et règlements successifs, à cause du code AFEP-MEDEF, notamment dans sa version d'il y a 4 ans, et à cause, c'est moins connu, du travail quotidien des équipes de l'AMF, qui revisite toutes les documentations, les documents de référence des émetteurs, je pense qu'on arrive aujourd'hui à un niveau de transparence sur les rémunérations des dirigeants qui est quand même, par rapport à l'international, de bon niveau. C'est d'ailleurs pour ça que certains débats arrivent sur la place publique aujourd'hui, parce que n'importe quel journaliste peut, en paluchant ses documentations, produire des présentations très pertinentes sur les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées. Donc ça, c'est un acquis du système français. On arrive à la deuxième question plus délicate, c'est qu'est-ce qui ressort après des assemblées générales. Il est clair qu'il y a de la pédagogie de plus en plus à partir de ces documentations en AG qui se fait, de la présentation, c'est très bien. Il y a un certain nombre de choses qui relèvent déjà de l'assemblée générale, notamment avec les conventions réglementées, tous les avantages postérieurs à l'emploi, les programmes de stock option, les jetons de présence, etc. Mais il manque, en droit français, évidemment, la rémunération elle-même, la rémunération fixe et la rémunération variable, ça ne figure pas dans les prérogatives de l'Assemblée générale. Là-dessus, c'est vrai, le groupe de travail auquel je faisais allusion qui viendra, on n'en a pas parlé parce que forcément sur ce sujet, un groupe de travail de place aurait été fortement divisé et n'aurait rien donné. L'AMF s'est exprimé par la voix de son président à plusieurs reprises, si je peux dire les choses en résumé, d'une manière plutôt favorable à cette évolution, mais en y mettant beaucoup de nuances et en étant assez prudente. Pourquoi on est prudent? Pour dire les choses aussi directement, je pense, je vais aller vite, il y a 2 bons arguments en faveur de CNP et 2 en défaveur. Les arguments en faveur du CNP, c'est d'abord un sujet de démocratie actionnariale, c'est quand même quelque chose qui peut intéresser tous les actionnaires. C'est aussi un argument d'internationalisation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays qui sont passés. C'est difficile de dire que les Français ne doivent pas être visés par ça. Les arguments contre, le premier, c'est la responsabilité du conseil d'administration. Il a quand même un rôle énorme et important dans l'administration, le contrôle de l'entreprise. C'est quand même le dévaloriser que l'évolution proposée. Et la deuxième chose auquel il faut faire attention, certains prônent le CNP en pensant que ça va avoir immédiatement un effet déflationniste, que ça va faire baisser les rémunérations des dirigeants. Ce n'est pas évident. Tout ce qu'on a fait sur la transparence, de ce point de vue-là, est quand même intéressant. Pendant 10 ans, en France, on fait de plus en plus de transparence. Tous les calculs montrent à quelques nuances près, liés au cycle économique, à la bourse, etc. Ce n'est pas ça qui a fait diminuer les rémunérations des dirigeants. Donc dire que le CNP va aboutir à diminuer les rémunérations des dirigeants, c'est loin d'être évident, même si vous voyez aujourd'hui des débats très intéressants sur le CNP au UK ou en US, où pour certains cas limites, évidemment, ça a une influence immédiate et assez importante. De toute façon, tout ce que
que je dis, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, vous le savez, le sujet est sur la table du politique. Il y a une réflexion et un projet qui est en préparation. Ne me demandez pas ce qui va en sortir, vous le saurez dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et je crois que ce qui va être aussi intéressant, c'est les modalités pratiques. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on était plutôt pour le CNP, il y a des modalités pratiques assez différentes qui peuvent sortir. Est-ce qu'on va vers un vote consultatif, comme nos amis anglais ont en place depuis longtemps, même s'ils trouvent qu'aujourd'hui il faudrait peut-être évoluer? Est-ce qu'on va vers un vote obligatoire? Est-ce qu'on va vers un vote nominatif sur le salaire du PDG ou sur un vote sur une politique de rémunération des dirigeants? Est-ce que c'est individuel ou collectif? Tous ces débats sont sur la table au niveau des autorités politiques et comme vous, on va y participer et je suis curieux de savoir ce qui va en sortir. Alors, juste pour terminer sur vos propositions, vous avez beaucoup travaillé, planché sur le rôle croissant des proxy advisors. On a envie de vous demander pourquoi est-ce que ça pose problème aujourd'hui dans les modes de fonctionnement, de transparence, de politique de vote? Parce que les proxy advisors, au niveau des assemblées générales des grandes sociétés, ont une importance petit à petit qui est devenue considérable. Il y a plusieurs proxy advisors, notamment un d'entre eux, je crois que le nom est connu, et je reconnais dans la salle beaucoup de spécialistes des AG qui connaissent bien par exemple ISS Riskmetrics, qui a une importance non négligeable dans le cadre des votes des assemblées générales, parce que le capital du CAC 40, du SPF 120 étant de plus en plus éparpillé, internationalisé, beaucoup d'investisseurs français, mais aussi encore plus étrangers, font appel à ces proxys pour analyser les projets de résolution et suivre leur politique de vote. ISS Riskmetrics c'est sans doute le plus important, mais il existe d'autres joueurs. Je pense notamment à Glass Lewis, je pense à Proxinvest sur une base plus française. L'AFG ne rentre pas là-dedans, mais ils émettent aussi des recommandations qui peuvent être intéressantes. Donc c'est aujourd'hui une réalité. Nous, on n'a pas le choix, on le constate. Notre préoccupation, c'était pas de critiquer, comme certains émetteurs le font un peu trop facilement, à mon avis, le rôle et la manière de travailler de ces proxys, mais c'était par une recommandation de commencer à leur dire attention, ce que vous faites est important, vous devez mettre sur la place publique une politique de vote consistante qu'on puisse trouver facilement, vous devez, dans la mesure du possible, engager une procédure dite de dialogue. Dialogue, ça ne veut pas dire que quand un proxy propose quelque chose, l'émetteur doit forcément dire je suis pour ou je suis contre, mais en termes factuels, un dialogue peut être intéressant pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'analyse de leur part. Et enfin, comme toujours, en ce qui concerne le régulateur, les éventuels conflits d'intérêts que certains proxys pourraient avoir. On en a beaucoup parlé, en pratique on en a vu très peu apparaître, mais il nous paraît de toute façon de bonne politique de demander à ces proxys d'avoir des politiques sérieuses de gestion de conflits d'intérêts. Cela dit, cette recommandation qui est sortie il y a un an, elle a été très critiquée par le monde des proxys anglo-saxons. Je pense de toute façon qu'elle était une étape intéressante et importante, mais qu'elle a vocation, pour être plus efficace, à être relayée par de la régulation européenne. On voit très bien que là-dessus, on ne peut pas faire les choses tout seul dans notre coin en France. Et donc, on a poussé les autorités européennes, l'ESMA et la Commission, à s'intéresser davantage à ce rôle des proxys. Il y a actuellement une consultation publique sur ce sujet. Je vous invite à y participer, organisée par l'ESMA. Et là-dessus, la Commission européenne devrait à l'automne proposer ou ne pas proposer des éléments sur la régulation éventuelle des proxys. Et c'est clairement les Français qui ont mis ce sujet sur la table au niveau international. Merci Benoît. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de nous focaliser sur le thème qui a été traité, le thème au cœur des assemblées générales, la transformation des business models des entreprises de l'Europe vers les pays émergents. J'ai envie de m'adresser d'abord à Nicole de façon un peu provocatrice en lui demandant est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité entre une implémentation croissante des entreprises dans les pays émergents et la responsabilité sociale des entreprises? Est-ce que ce ne sont pas deux chemins là, qui sont complètement divergents, qui sont en train de se mettre en place? Je pense au contraire que la responsabilité sociale est un levier et un facteur d'amélioration des conditions dans lesquelles les entreprises multinationales des pays développés peuvent se comporter dans les pays émergents. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer ce propos. Nous avons en France un débat que je trouve très réducteur sur les questions délocalisation-localisation. Il est évidemment, à mes yeux, je le dis tout de suite, très important que des entreprises, avant de procéder à des décisions de localisation ou de délocalisation de certains de leurs services, fassent des analyses très précises et très concrètes et pas précipitées toujours pour s'assurer que ces décisions-là ont pris en compte tous les facteurs qui permettent effectivement de justifier une position de ce genre.
Maintenant, je vais prendre un exemple plus concret. Si on parle de Renault à Tanger, parce que ça a vraiment fait la une des journaux, tous partis politiques confondus, donc je suis consensuelle sur le sujet, ce débat m'a consternée. Ce débat m'a consternée parce qu'il faut être clair, demander à Renault de faire ce qu'elle est allée faire à Tanger en France, c'est tout simplement pas possible. Cette idée que parce qu'une entreprise va aller produire ailleurs, elle supprime ou elle empêche au pays d'origine d'avoir des emplois ou c'est l'idée qu'en allant ailleurs, elle va supprimer des emplois chez nous. Bon. Je ne vais pas vous faire toute la démonstration des raisons pour lesquelles ce n'est pas le bon raisonnement et que c'est un raisonnement très réducteur et plus idéologique à mon avis qu'économique et y compris social. Il se trouve que j'ai rencontré Renault il y a 4 jours à Tanger. Et ce que cette entreprise et d'autres, parce que j'ai vu aussi d'autres patrons français au Maroc à cette occasion-là, la manière dont ils conçoivent le développement de leur croissance, bien sûr, et donc de leur activité dans ce pays, mais je pourrais parler d'autres pays émergents, montre à quel point ils ont des comptes à rendre, y compris dans les conditions où ils exercent cette activité dans ce pays. C'est-à-dire que sont-ils ou non en situation de simplement profiter de dumping social, d'être intéressés par simplement des coûts de travail qui sont évidemment moins importants qu'ailleurs, ou est-ce qu'ils vont participer à l'élévation des conditions de travail, des conditions de formation, des conditions de protection sociale, du développement dans leur écosystème de PME qui vont y compris être en interaction avec elles, et de ce point de vue, participer à la réduction progressive des écarts que l'on constate aujourd'hui sur justement ces éléments de concurrence que sont les coûts du travail ou que sont les systèmes de protection sociale. Donc pour moi, la responsabilité sociale d'une entreprise, enfin pour moi, et pas seulement pour moi, je veux dire que c'est désormais considéré comme entrant dans le champ de la responsabilité sociale, c'est précisément de participer au développement de la croissance dans les pays où on s'installe également et d'apporter son concours pour le développement du pays et l'élévation de standards sociaux et environnementaux. Donc vraiment pour moi, pas divergence, au contraire, une occasion et une opportunité dans la mondialisation d'aujourd'hui de réduire progressivement les écarts de conditions de travail et de salaire. Alors ça c'est pour effectivement la politique globale. Alors si maintenant on regarde plus particulièrement, on en parlait, le sénateur Philippe Marini en parlait tout à l'heure, l'actionnariat individuel, donc des entreprises qui se délocalisent de plus en plus vers les pays émergents. Quelle est selon vous la place, l'évolution peut-être du capital long terme à travers les actionnaires individuels dans ce scénario en fait? Est-ce que tout ça c'est compatible? Est-ce qu'au fond on n'aurait pas intérêt aussi à délocaliser tous nos capitaux? Je crois que d'abord, si c'est les actionnaires, il faut voir comment eux-mêmes réagissent à ça. Mais ce que je comprends de ce que vous avez traduit tout à l'heure des caractéristiques de l'Assemblée générale semble au contraire montrer combien les dirigeants sont désormais attentifs à rendre compte, y compris à ces actionnaires, de leur stratégie, de cette stratégie en question, pour leur permettre tout simplement de la comprendre et de ne pas être moins concernés par rapport à leur intervention dans l'entreprise. Donc, moi je pense que tout sujet toute question aujourd'hui qui vise à nous ramener, je dirais, dans un univers d'un État, dans un univers de pays replié ou refermé sur lui-même, est une mauvaise... d'un État dans un univers de pays replié ou refermé sur lui-même est une mauvaise manière de comprendre la réalité du monde d'aujourd'hui et y compris de se mettre en situation de saisir les nouvelles opportunités de développement de croissance, de développement des investissements. Les investissements viennent chez nous, il faut également que des investissements français puissent aller à l'étranger. Je crois que c'est contre-productif et contre-performant d'être dans une logique de résistance à ces mouvements-là. Et il me semble que c'est y compris un moyen, là encore, de faire progressivement converger des principes, des règles du jeu
qui pourront se pratiquer, si ce n'est s'imposer dans l'ensemble du monde. On le voyait avec les questions sur la rémunération des dirigeants. Dès qu'une question émerge et qu'elle a la réalité de tout le monde, c'est un sujet qui s'empare de toutes les entreprises où qu'elles agissent, des actionnaires où qu'ils soient, et qui finalement, progressivement, va arriver à un principe et une règle du jeu qui va s'harmoniser. Et vous, Jean-Luc, est-ce que vous partagez cet alignement dont parle Nicole, cet alignement à construire des intérêts peut-être plus sur du moyen terme que sur du court terme, à l'échelle internationale, avec une véritable forme de décloisonnement qui s'installe, qui se développe? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'on peut aligner l'ensemble des intérêts des investisseurs, des actionnaires et peut-être plus globalement et plus généralement de l'ensemble des parties prenantes? C'est un exercice très complexe. Bon, nous sommes dans une situation un peu spécifique puisque les grands fonds d'investissement, par construction d'une manière générale, investissent dans des sociétés privées. C'est le cas en tout cas d'Apollo puisque l'essentiel de nos participations, notamment en France pour le moment, ce sont 3 grandes sociétés industrielles privées. En revanche, on accorde la plus grande importance à ce qui est en train de se dire à cette évolution dans la mesure où nos sorties sont des sorties publiques. Et évidemment, plus le marché est préparé et plus on y est préparé nous-mêmes, mieux nos sorties et donc nos résultats se dérouleront. Ce que je crois, c'est que toutes ces entreprises ont désormais une stratégie qui ne peut plus être locale, bien entendu, une information qui ne l'est pas non plus, des actionnaires qui sont tous internationaux. Les actionnaires individuels aujourd'hui sont restés pour un certain nombre attachés aux entreprises dans lesquelles ils ont investi ici, mais pour nous, c'est aussi cet actionnariat international qui nous intéresse. Le fait de pouvoir diffuser de l'information intelligible, complète. Je notais tout à l'heure avec grand plaisir aussi qu'on revient, après avoir beaucoup débattu dans les assemblées de sujets de rémunération, de sujets techniques, de sujets certaines fois plus juridiques. Le fait de replacer, comme vous le faites aujourd'hui, la stratégie, la transformation des business models, l'évolution de l'activité de l'entreprise, pour moi, est un signe extrêmement positif, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir reparler dans ces assemblées plus ou moins grandes des vrais sujets de l'entreprise. Et le deuxième point, comme le disait Nicole Notat à l'instant, c'est qu'on a besoin de dédramatiser ou de rendre beaucoup plus intelligible ce sujet sur les délocalisations, sur les implantations à l'étranger. Il y a énormément de groupes français qui, depuis 20 ans ou 25 ans, investissent presque 1 franc puis 1 euro de free cash flow généré en France dans des entreprises à l'étranger. Bien leur a pris, parce que la croissance se trouve dans d'autres zones aujourd'hui, la liquidité aussi, et on n'aurait pas des entreprises aussi brillantes que celles que vous allez présenter tout à l'heure ou dont on a pu parler dans les années précédentes si elles n'avaient pas depuis très longtemps décidé d'investir ailleurs. Plus on en parle, plus ces décisions paraissent rationnelles et plus on peut sortir de ces espèces de débats que l'on a connus, Tanger ou pas Tanger, les délocalisations en Asie. Non, c'est une stratégie globale d'une entreprise, intelligible pour l'ensemble des actionnaires. Et ce que je crois, c'est que plus les assemblées parleront de ces sujets-là, plus ce sera dans un contexte international, plus les entreprises françaises, si elles gardent leur centre de décision ici et si elles gardent leur cotation ici, pourront avoir aussi des actionnaires étrangers individuels et pas uniquement des fonds d'investissement ou des institutionnels étrangers. Oui, c'est vrai. Mais avec les nouvelles réglementations liées aux fonds propres, avec les projets de loi qui concernent la fiscalité sur la distribution de dividendes, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on risque d'assister à un assèchement des marchés financiers, en tout cas en France, et qu'on observe un déséquilibre finalement de l'actionnariat ou de capitaux, plus davantage encore sur l'étranger, sur la France? Est-ce que ça pose un problème? Comment est-ce que vous l'analysez, vous, en tant que fonds d'investissement étranger? Ce que l'on observe, alors nous, encore une fois, Apollo est dans une situation particulière, parce que nous sommes à la base américains, ensuite londoniens pour l'Europe, et que les investissements qui se font dans un pays comme la France se font souvent par des structures internationales. Donc on est moins exposé que d'autres à ce manque de capital. Ce qui est clair pour la plupart des investissements français, c'est qu'effectivement, les nouvelles réglementations et toute la pression qui existe, y compris une pression de marché, limite aujourd'hui la disponibilité en capital. De ce point de vue-là, vous avez aussi raison de remettre l'accent sur un actionnariat individuel qui s'est un peu échappé pendant quelques années, notamment quand il n'y avait pas une confiance ou une compréhension suffisante. Si un effort est fait
d'information, de suivi et donc d'attraction, c'est une autre source d'approvisionnement en capital qui peut être utilisée. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, on va traverser quelques années pour pas mal d'entreprises françaises. Regardez tout le sujet autour des PME aujourd'hui, de savoir si on va recréer, c'est tout le rapport de NICE Euronext pour savoir comment est-ce qu'on recrée un marché pour ces entreprises, comment est-ce qu'on réattire du capital en France. Bien entendu, c'est le sujet clé des prochaines années. Sinon, même des fonds d'investissement qui n'ont pas la taille ou les équipes pour aller chercher la liquidité là où elle se trouve, seront eux-mêmes asséchés et le manque de capital sera flagrant. Pour des organisations internationales, le problème se pose moins. Aujourd'hui, un fonds comme le nôtre va chercher sa liquidité en levant des fonds en Asie, dans le Middle East, dans certains pays d'Europe centrale, dans certains pays d'Amérique latine aujourd'hui qui ont de la liquidité, comme le Brésil. Ça signifie qu'il faut bénéficier de cette structure pour y avoir accès. Sinon, il faut tout organiser pour qu'il y ait ce flux de capital, faute de quoi les entreprises françaises en manqueront cruellement. Alors, autre conséquence également de ce mouvement qui s'est mis en marche, je dirais, dans un rythme accéléré, par rapport à ces grandes orientations stratégiques, quelles sont selon vous les conséquences, les impacts sur la gouvernance d'entreprise? Est-ce que ça a des impacts et de quelle nature et à quel terme? Là, je pose la question à mes trois intervenants. Le premier impact qu'on voit directement, si je peux répondre, c'est la composition des conseils d'administration. Nous, on a toujours, mais c'est ce qu'on constate, milité pour une plus grande diversité. Et la grande diversité, ça veut dire bien sûr la féminisation, mais pas seulement, et ça veut dire aussi beaucoup l'internationalisation des conseils. Et on voit petit à petit pas mal de sociétés du CAC 40 où des profils de plus en plus diversifiés arrivent. C'est pas facile à gérer, je le sais ou je le crois de savoir. Certaines personnes dans la salle seraient plus qualifiées que moi pour le dire, mais c'est, je crois, absolument incontournable cette évolution de la constitution des conseils d'administration des sociétés du CAC 40 compte tenu du contexte stratégique que vous décrivez. Et vous, Nicole? Oui, je crois que d'abord la gouvernance, si on pense, y compris conseil d'administration, c'est quand même le lieu où s'élaborent en priorité les orientations, le contrôle. Et il serait tout à fait étonnant que ces sujets stratégiques, qui pour certains sont le résultat de mutations très importantes de l'environnement de l'entreprise, ne fassent pas leur entrée dans le conseil d'administration lui-même. Je dirais qu'on le remarque d'ailleurs par ce qui vient de plus en plus à l'agenda des entreprises. Vous avez vu tout à l'heure que les assemblées générales parlaient de plus en plus des enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Si ça vient aux assemblées générales, c'est vraisemblablement parce que c'est également venu dans les conseils d'administration. Et le fait que les conseils prennent en compte l'idée que derrière ces enjeux de responsabilité sociale et environnementale, il y a finalement de nouvelles opportunités et de nouveaux risques à maîtriser, font que ces sujets, dans les entreprises qui en sont les plus conscientes, font leur entrée, par exemple sur la question du contrôle des risques, de la maîtrise des risques, sur y compris la rémunération des dirigeants, où on voit des facteurs de cette nature qui entrent aussi dans la rémunération des dirigeants. Donc oui, l'enjeu de la gouvernance et de la manière dont ces sujets-là entrent dans les conseils est tout à fait important. Et pour, par exemple, ce qui relève de la notation extra-financière, c'est un domaine d'évaluation à part entière. Et vous, Jean-Luc? Moi, je crois que, après, il va peut-être falloir, et ça sera à ma limite un objectif pour vous, penser au format de ces assemblées. Pour la partie formelle, elle est assez normée et il y a une certaine durée. Quelle est la durée logique d'une assemblée aujourd'hui? Est-ce que c'est un jour? Est-ce que c'est 2 jours? Est-ce que c'est... On peut parler de business, on peut parler de stratégie. Donc il y a finalement un aspect formel et un aspect plus informel dans lequel les dirigeants ont l'opportunité d'expliquer ce qu'ils se font. Plus un groupe est international, plus c'est complexe, plus le nombre de sujets abordés est important. Et je crois qu'il faut aussi réfléchir à des relais post-assemblée. Je regardais certains sites des sociétés que vous avez primées dans lesquelles il y a une vie lors de l'assemblée, des sujets qui sont abordés, et puis après il y a une vie pendant toute l'année. Ça veut dire des clubs d'actionnaires, ça veut dire la faculté de poser des questions en temps réel, ça veut dire des lettres d'information, ça veut dire des rencontres avec les dirigeants qui peuvent se faire avec des représentants de ces actionnaires. À mon avis, plus ce volet d'information sera développé, quitte à ce qu'il soit en marge de l'Assemblée ou dans la foulée, et qu'il soit régulier tout au long de l'année, plus les entreprises auront accès à une base beaucoup plus large d'actionnaires. Et c'est dans leur intérêt, et c'est dans le nôtre. Moi, j'y vois une opportunité
pour qu'encore une fois on élargisse le nombre d'investisseurs. Non, c'est clair que ça repose aussi, effectivement, ça c'est aussi une question pour l'AMF d'ailleurs, le format de l'Assemblée générale. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a une évolution très fondamentale de la structure capitalistique, du mode de management, du mode de développement, du mode de croissance des entreprises, peut-être qu'un jour il faudra revisiter aussi la réglementation liée aux assemblées générales. Mais c'est beaucoup trop tôt évidemment pour en